Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir La peau de salaud, un film radiophonique de Rodolphe Maurice Arlot, avec André Valmy, Evelyne Selena, Guy Pierrot, Jean-Pierre Lituac, Lisette Lemaire, Marcel Lestan, Pierre Marteville et Jean-Marie Fertet. Parfait. Hein? Non, parfait. N'en essaie pas un autre, celui-là est parfait. Parfait. Décidément mince comme tu es, le gris, c'est vraiment ta couleur. Hein? Tu crois? Je crois. Attends, marche un peu. Oui. Là. Retourne-toi. Ça me sert pas un peu, là? Non, c'est exactement ce qu'il te faut, sobre, élégant. Et pas une retouche, monsieur, à la taille mannequin, c'est bien simple. Bon, bah, eh bien, à te juger, alors, je le garde sur moi. Très bien. Je fais un paquet de l'ancien. Non, c'est pas la peine. Pourtant, sûrement plus jamais. Ah. Non, jetez-le, brûlez-le ou vendez-le, je vous en fais cadeau. Si monsieur veut bien vérifier les poches, on oublie toujours quelque chose. Ah, c'est pas la peine, j'ai rien à oublier. Bravo. Ah, tu seras toujours le même, mon pauvre papa, toujours aussi distrait. Heureusement que je suis là. Et ça? Quoi, ça? Dans la poche du veston. Comment? 10 billets de 100 francs, simplement. Tu permets que je m'en sers pour payer tes achats? Oui, bien sûr, oui. Voilà. 750. Oui. C'est juste? Je vous remercie. La carte de la maison, madame. Merci. Monsieur? Monsieur? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'argent? Il n'y avait rien dans mes poches. Il fallait bien que je trouve une explication pour payer. Nous n'avons pas de confidence à faire à un tailleur. On dirait ta mère. Bon, ça t'ennuie pas si on marche un peu? J'ai une drôle d'impression, moi. Tu sais, je ne reconnais plus rien. Oh, ça me fait souvent la même chose. Avec l'autoroute qui arrive à 3 kilomètres, tout s'est transformé. On a démoli, reconstruit. C'est effarant. Ouais. Les gens. Surtout les jeunes, hein, on dirait... Enfin, ils ont tous l'air déguisés, moi, je trouve. Tu trouves pas, toi? Mais c'est la mode. Oh, Non, plutôt, la mode, c'est de n'avoir plus de mode. Chacun s'habille à son idée. Et encore, ici, c'est rien. Si tu voyais à Paris... Ben, là-bas, je regardais bien des journaux, mais enfin, c'est pas la même chose. Ça me fait penser à ce que m'avait dit Roseg un jour. Il me montrait un prototype dont nous avions étudié les plans ensemble. Non, c'est vrai qu'il est parti, Roseg. Oui. Tu as de ses nouvelles? Non, de loin en loin. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Je sais pas. Moi, j'ai jamais compris. Ta mère a toujours été évasive. Nous laisser tomber comme ça, à ce moment-là. Mais Bernard t'expliquera. Il n'a pas vraiment lâché. Il lui est arrivé une seule histoire, peu après ton départ. Sa présence dans l'affaire était plus gênante qu'utile. Qu'est-ce que tu me racontes? On n'a pas obligé, au moins. Il était chez lui autant que moi. Je sais pas les détails, Bernard t'expliquera. C'est son père qui a négocié avec Roseg. Roseg, une sale histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il était capable d'une imprudence, oui, mais pas d'une saleté. C'est un brave type, Roseg. Oui, et ben ton brave type a été pris la main dans le sac. Il hébergeait un truand. La police l'a arrêté chez lui. Wilfrid? C'est parce que tu le connaissais? Je le connaissais, je l'avais rencontré chez lui, c'est vrai. Ouais. Il avait le culte de l'amitié, Roseg. Il se doutait bien que ce Wilfrid n'était pas un enfant de cœur, mais il paraît qu'il l'avait aidé à ses débuts, alors c'était sacré. L'autre a profité de lui, évidemment. Moi, je l'avais prévenu que ça tournerait mal. Ben, toute la presse en a parlé. Tu imagines le scandale? On a même raconté qu'on a trouvé je ne sais quoi dans sa cave. Alors, complicité, recel, enfin bref,
s'en est tiré, mais pas pour rien. Une fois sorti de prison... Roseg? Roseg en prison? J'aurais pas dû te parler de ça aujourd'hui. Oh, le pauvre vieux. Oh, mais écoute, t'attendrais pas sur son sort. Si tu savais ce qu'il a raconté sur ton compte... Il est aigri, il salit tout le monde. Où est-ce qu'il vit? Mais comment veux-tu que je le sache? Nous l'avons totalement perdu de vue et c'est encore ce qu'on peut faire de mieux pour lui. Il nous déteste. Et pourtant, Et pourtant quoi? il a été bien content de nous trouver pour le tirer de son pétrin. Et ta mère a pu racheter les parts de Roseg? Pas seul. Mon beau-père l'a aidé. Enfin, mon futur beau-père. Il est intervenu auprès des banques. Et finalement, Roseg, hors de jeu, il était seul à connaître l'affaire. Forcément, il l'avait presque inventé. Avec toi, bien entendu. N'exagérons pas. Mon absence ne m'a pas enlevé la mémoire, tu sais. Avant l'usine, il y a eu le petit atelier dans un hangar, monté par Roseg et moi. Et tout partait sur les brevets de Roseg. Mais on les a rachetés aussi. Rien n'existe sans eux. Pauvre Roseg. Au début, c'était ta mère qui tenait la comptabilité. Puis on a construit le bâtiment des essais, on a fondé le bureau d'études. C'était en 53 ou 54. Ah oui, puis Champfer est arrivé bien après, en 57. Bon, si tu veux. Quoi qu'il en soit, au moment de l'affaire Roseg, s'il n'avait pas tout pris en main... D'ailleurs, lui qui a racheté les brevets et la majorité des parts. Pour ta mère? Par amitié pour elle, oui. Ouais. Mais à son nom, à lui. Écoute, tu demanderas à Bernard, j'y comprends rien, moi, à ces questions d'argent. Champfer. Ah, ça, Champfer, je savais qu'il boursicotait, mais de là à trouver des fonds pour une telle opération... Dans la situation où était Roseg, il pouvait pas être trop gourmand. Tu es marié depuis quand avec le fils de Champfer? Fils de Champfer. Tu peux pas dire Bernard, tout simplement? Tu l'aimes? Bah, bien sûr, puisqu'on s'est mariés. Ça, c'est pour une raison. Champfer rachète les parts de Roseg, tu épouses son fils, tout revient dans la famille. Hein. Pour ta mère, c'était formidable. Encore mieux que si j'avais été là et que les choses se soient passées autrement. Elle avait le sens pratique, ta mère. Je la vois très bien manigancant ce mariage, sans en avoir l'air. Tu étais d'accord, elle t'en avait parlé. Quand un bonhomme est là-bas, hein, on l'informe pour mémoire. Et même le moins possible. Fais pas de soucis, tout va très bien. C'était vrai. Je comprends ta réaction. Tu te trouves un peu devant le fait accompli. Maman aussi. C'est Bernard et moi qui avons décidé. Seuls. Je ne dis pas que, dans les circonstances où nous étions, elle n'ait pas éprouvé un soulagement. C'était une chance pour tout le monde, toi comme les autres. Surtout avec Bernard. C'est toi qui l'avais engagé. Tu lui faisais confiance. Comme représentant. Un mari pour toi, c'est autre chose. Bernard et moi, nous nous aimons. Son père travaille toujours dans l'affaire? Non, il s'est retiré il y a 2 ans. Bernard dirige tout. Tout seul, maintenant. Il est content que je revienne? Quelle question. Depuis 8 jours, il ne parle que de ça, que de toi. Te ménage même une surprise. Je ne devrais pas te le dire, mais tant pis. Il a acheté une petite maison pour toi dans le Midi. Tu vas pouvoir te reposer, te réhabituer. Oh, tu verras la bonne petite vie qu'on va te faire. Ta mère, ça s'est passé comment? Oh, à quoi bon ressasser tout ça? Tu sais comment elle était. Elle se plaignait jamais. Elle allait. On ne se rendait pas compte qu'elle s'épuisait. Au début, on a cru que c'était seulement une mauvaise grippe. Puis tout s'est compliqué très vite. Elle ne luttait plus. Comme si elle en avait assez de tout, de vivre. Au bout d'un mois, le cœur a craqué. On l'a trouvée un matin, très calme. Et pendant cette dernière période, elle m'a réclamé? Elle ne parlait jamais de toi.
Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Rien, Bernard. Je lis, tu vois. Quelle heure est-il? Je sais pas. J'arrive pas à dormir. Mais ça, c'est le café. Tu n'aurais pas dû en prendre après le dîner. Peut-être. Oh. Comment tu trouvais papa? Hein? Oh, magnifique. Pleine forme. Jamais on ne pourrait croire qu'il sort de là-bas. Tu me dirais qu'il a eu tout le temps de se reposer. Hein? Oui. Pleine forme. Il ne veut pas aller dans le midi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comme tu dis, il a eu tout le temps de se reposer, il en a assez. Enfin, tu lui as montré les photos, la pinède, la terrasse, la plage, le bateau. Voilà, là, tiens, si j'étais à sa place, moi. Il a plutôt l'intention d'être à la tienne. Ah bon? Il t'a dit quelque chose? Il est plein d'admiration pour toi. Ah. Il est conscient que tu es un directeur général de qualité exceptionnelle. Ah, quand même. Il estime aussi que l'intérim est terminé et que tu ne seras pas le premier directeur qui devra rendre des comptes à son président. Son président? Mais c'est moi le président. Bon, enfin, il a quand même pas l'intention... Mais pour lui, c'est dans la logique des choses. Mais il est fou. Je t'en prie. Oh, enfin, comme ça, quoi. Je reviens, pose-toi de là que je m'y mette. Enfin, c'est pas sérieux. Mais il est chez lui. Mais personne ne discute ses parts, ses droits. S'il revient et s'il veut tout diriger, tu sais comment il est. Avec lui, c'est la dictature. Mais moi, je lui donne pas 3 mois pour provoquer une grève. Et c'est pas le moment. Bon, bah, essaie de lui faire comprendre. De toute façon, j'ai été nommé régulièrement il y a 3 ans par l'Assemblée générale. Celle de cette année n'a pas eu lieu. Il compte la convoquer le plus vite possible et poser sa candidature. Il est toujours majoritaire. Enfin, il va pas tout régenter tout seul. Une Assemblée générale, ça se prépare avec le conseil d'administration. Et si je leur raconte la vérité sur ton père, hein, d'où il vient, réellement... Je t'en prie. N'envenime pas les choses. Tout révéler maintenant, on ne sait pas les réactions que ça peut provoquer. Non, Bernard, c'est entre nous que ça doit se régler. Il est fragile encore. Il a la fragilité agressive. Mais ne le heurte pas de front. Puisqu'il veut être le patron, il ne faut pas le contrarier. Oh. Faisant une sorte de président d'honneur qui ne te gênera pas. C'est une question de doigté. Oui. Oui, tu as peut-être raison. Mais après tout, s'il ne veut pas comprendre, je lâcherai le paquet en pleine Assemblée générale, juste avant le vote. Ça fera encore plus d'impression. Cette petite cérémonie vous paraît nécessaire? Indispensable. Vous devez admettre, mon cher Georges, vous permettez, je vous appelle Georges. Je ne vais quand même pas vous dire beau-père. Hein. Bon, alors, je disais donc, mon cher Georges, que bien des choses ont changé en 10 ans. C'est donc à cette nouvelle équipe que je tiens à vous présenter, vous, à qui ils doivent tout, vous, le fondateur de notre firme. Le grand-père, quoi. Mais non, mais ils ont tous changé, je crois, depuis votre départ. La jeunesse des cadres, c'est la clé de l'efficacité dynamique. Ils savent qui vous êtes, bien entendu, mais il n'y a pas lieu d'épiloguer sur les causes de votre éloignement. Vous étiez en voyage, c'est tout, voyage d'études. Je n'aime pas reprendre le départ sur un malentendu. Non, mais laissez-moi faire. Vous êtes prêts? Hein? On peut les faire entrer? vous avez le trac, hein? Un peu ému, oui. Gisèle? Oui, monsieur? Ah, Gisèle, voulez-vous faire entrer nos amis? Oui, monsieur. Ah. Entrez! Entrez! Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Georges. Oh, Bessélia, bonjour, mon vieux. Asseyez-vous. Est-ce qu'il y a des fauteuils pour tout le monde, Gisèle? Voulez-vous apporter des sièges, vous? Voilà. Tout le monde est assis? Bien. Alors, chers amis et chers amis, je vous ai demandé de venir trinquer avec nous parce que c'est un grand jour pour nous tous. Monsieur Murtel
revient parmi nous. Je crois qu'à l'exception de notre directeur de la fabrication, personne ne connaît M. Murtel. Georges Murtel, ça vous le savez tous, et en votre nom je le salue avec émotion, est le fondateur de notre maison. Fondateur. Non, soyons honnêtes. Demi-fondateur. Nous étions deux, et je n'aurais rien pu faire sans l'homme de science qui était mon associé André Roseg. Oui. Et le fait... Non, mais bien sûr, mais sans vous, il n'aurait rien pu inventer. Je ne voudrais pas faire un discours. J'ai été absent longtemps. Très longtemps, trop. Je reviens parmi vous comme un étranger, peut-être un intrus, et certains penseront comme un déserteur repentant. Comme je n'ai pas l'intention d'entendre murmurer dans mon dos, je crois préférable de vous expliquer immédiatement... Mais nous savons tous ce que vous avez fait pour le plus grand rayonnement de notre action. Inutile d'entrer dans les détails. Non. Vous allez me dire que pour des raisons de prospective... Prospective ? Non, qu'est-ce que ça veut dire, prospective ? Ah, Georges, hein, toujours l'humour. Hein. Vous avez raison, notre vie moderne oublie trop l'humour. Alors, je vous présente rapidement Madame Gardoni. Monsieur. Madame. Direction et formation du personnel administratif. Mademoiselle Valesco, direction des relations extérieures. Monsieur Pierre Lagalpe, directeur du bureau d'études. Enchanté, monsieur. Bonjour. Monsieur Adrien Plana, directeur du personnel technique. Bonjour, monsieur. Monsieur Morel, directeur des services comptables. Monsieur Besseglia, oui, directeur des services de fabrication. On se connaît. Oui. Monsieur Bossard. Monsieur Bossard, notre directeur commercial. Voilà, nous sommes tous ici, Georges, pour vous exprimer notre joie de votre retour. Et porter un toast à nos affaires et à notre amitié. Gisèle, voulez-vous passer les petits fours, s'il vous plaît, voilà. Mon vieux Besselia, enfin une tête connue parmi tant de visages nouveaux. Fidèle au poste, comme vous voyez, monsieur Georges. Il faut que je vous félicite, vous êtes devenu directeur. Oh, c'est la nouvelle mode. Tous les chefs de service, ils sont bombardés directeurs. Et la famille? La famille, il n'y en a plus de famille. Ma femme, elle est morte, la fille, elle s'est mariée, elle m'a fait grand-père, et maintenant, ils sont tous partis en Australie. Ah ouais. Alors, comme ça, monsieur Georges, vous voilà revenu. Franchement, j'aurais pas cru. Quoi, que je revienne? Pourquoi ça? Je suis chez moi ici, non? Si, bien sûr. Dis-moi, est-ce que tu trouves que je devrais avoir honte? Honte? Non, monsieur Georges, pas honte, non. On ne fait pas toujours ce qu'on veut, ça c'est vrai. Si j'avais eu un cancer et que j'en sois guéri... Ouais, on ne peut pas comparer... Moi, je ne vois pas de différence. Besselia, je crois que tu as quand même un peu d'amitié pour moi. Bien sûr, monsieur Georges. Non, vous savez bien que ce que je dis, c'est seulement... Enfin, c'est plutôt... C'est à propos des autres. Justement, les autres. S'ils en parlent comme toi, et qu'ils en parlent avec toi, dis-leur que je regrette d'avoir été absent 10 ans, mais que je n'ai pas honte de ces 10 ans. Absolument pas honte. Ouais. Est-ce que c'est suffisant? Non, et puis non, ne leur dis rien. Non, ils n'ont pas le droit de me juger. Ah, c'est toi. On m'avait dit que tu traînais de nouveau par là. Qu'est-ce que tu veux? Roseg, mon vieux, j'ai su ce qui était arrivé. Faut que je te voie. Tu crois? Vraiment? Allez, laisse-moi entrer. Ah, je pense pas que ce soit nécessaire. Et puis après tout, rentre. Mais dépêche-toi, j'ai du travail. Hein. Dire que j'ai tellement attendu ce moment où je pourrais te casser la gueule. Et puis t'arrives trop tard. J'en ai même plus envie. Enfin, mais qu'est-ce que vous avez tous? Je reviens et... C'est comme si j'avais commis un crime. Non mais dis donc, es-tu cynique, amnésique ou fou? J'ai été fou, oui.
J'ai été fou. Tu peux quand même pas me le reprocher, non? Je suis mon chemin, normalement. Puis tout d'un coup, tout s'effondre. Crac, allez hop, la maladie. Ah, ton départ, t'appelles ça une maladie? Mais je te dis que j'ai été fou. Tu m'entends? Fou! Ah non, Georges. Va avec moi. Garde tes remords. Si tu en crèves, j'irai mettre des orties sur ta tombe. Je sais pas ce que tu imagines, mais il faut que tu m'écoutes. Je reconnais que le vieux Chamfer a profité de la situation, et je te jure que si j'avais été là... Et voilà. Mais comme par hasard, tu étais pas là. Je sors de mon affaire complètement sur le sable. Ton comptable me rachète tout le paquet pour 4 sous. Tout juste de quoi payer mes dettes. Son fils épouse ta fille, comme par hasard. Et un beau jour, tu rappliques et tu te réinstalles en famille. Enfin, ah non, mais écoute, alors c'est trop beau, hein. Des gangsters prendraient 20 ans pour un coup pareil. Et vous, rien, pas une plainte au cul. Bah, tu voudrais quand même pas que je t'embrasse. Enfin, je suis justement venu te faire une proposition. Il faut que je t'explique. Tais-toi. M'expliquez quoi, là? La lettre de Barcelone? La lettre? Oui, ah, bah, tu sais, le mystère n'a pas duré longtemps. Il y a des lettres anonymes qui sont comme signées. On en avait assez parlé de Wilfried tous les deux. Et tu jouais les bons prophètes. Oui. Méfie-toi, il t'arrivera un coup dur. Oui, il est arrivé le coup dur. Mais pas tout seul. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Enfin, tu te souviens un jour, au bureau, je t'avais dit presque exactement ce qui s'est passé. Et tu m'as répondu, sans lui, je n'aurais jamais pu finir mes études. Même si toutes les polices de France le recherchaient, je le cacherais. Eh oui, ça, je ne t'ai pas oublié. J'ai eu l'imprudence de dire ça à un ami. Ouais, tu sais plus ce que tu dis. Enfin, écoute, comment est-ce que j'aurais pu, moi? Il était suivi, ton Wilfried. Pisté. Alors, pas plus compliqué. C'était un truand, d'accord. On le recherchait plus ou moins, d'accord. Mais c'est à cause de la lettre qu'ils sont venus chez moi. Qu'ils l'ont trouvé, comme de juste. On ne te défend pas. Écoute, fous le camp et vite, je retrouve ma ronde de 10 ans qui remonte. Mais comment veux-tu que j'ai envoyé une lettre de Barcelone? J'étais enfermé depuis près de 6 mois. Non, confonds pas. C'est moi qui ai fait de la prison. Je te croyais quand même plus malin. Quelle bêtise de pas changer de ville pour négocier ton chèque et envoyer ta dénonciation. Non, André, je te jure, tu m'entends, je te jure, j'étais médicalement fou. Interné dans un asile, j'y ai passé 10 ans. Et le chèque? T'as une explication pour le chèque? Mais qu'est-ce que tu vas trouver encore? Ah, je sais pas pourquoi j'accepte de discuter. Tu veux que je te rappelle comment les choses se sont passées? Vraiment? Ta femme est venue me voir chez moi un matin, en larmes. Tu avais disparu. 15 jours plus tard, un client de Barcelone nous présente un chèque signé par toi qu'il t'avait payé. Mais qui? Moi, j'ai pas pu. Tais-toi! Je ne sais pas son nom. Je me suis jamais occupé de comptabilité. Le père Chamfer était foudrage. Il voulait porter plainte contre toi. Je m'y suis opposé à cause du scandale. Mais on a eu du mal à éponger ça. Un drôle de coup dur. On a bien failli sauter. Enfin, les banques nous ont aidés à cause de ta femme. Et tu veux, elle forçait l'admiration. Hein. Un cran, une dignité. Jamais un mot pour t'accabler. Elle te trouvait même des excuses. Elle et moi, on s'en serait sortis si j'avais pas été éliminé. Wilfried est arrêté chez moi, la prison, tu connais la suite. Bon, alors accompagne-moi, fais le professeur Madulin si tu veux pas me croire. À quoi bon? Tu seras pas le premier à arranger les choses avec un certificat. Un homme comme Madulin n'attesterait pas que j'ai passé 10 ans dans sa clinique si ça n'était pas vrai. Écoute, elle arrange trop bien les choses, ton histoire. Pourquoi voudrais-tu que ta femme ait menti? Pourquoi voudrais-tu... Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Si vraiment elle t'a raconté ça, c'est... Cette fuite à l'étranger, je comprends pas. Ah oui, peut-être un sentiment de dignité bourgeoise devant une maladie honteuse. Ça existe toujours, les maladies honteuses. Hein. Françoise avait des traditions. Bafouer, tromper et rester digne. C'est dans la tradition. Une belle victime émouvante. Non, pas tout. Pas tout, elle a peut-être raison. Mais c'est affreux. Est-ce qu'on aurait aidé Françoise de la même façon si on avait su que j'étais fou? Bon, écoute, ça va, te fatigue pas, je te crois pas. Garde ta peau de salaud. Elle te va bien. Elle n'étonne plus personne. Papa, nous sommes à table.
papa. Papa, réponds-moi. Papa, c'est moi, Marlène, ouvre-moi. Qu'est-ce que tu veux? Oh, tu m'as fait peur. Pourquoi est-ce que tu t'enfermes? T'arrive quelque chose? Mais ne reste pas comme ça, parle, réponds-moi. J'ai besoin de réfléchir. Seul. Tu viens pas dîner avec nous? Non. Non, ça fait rien, je comprends. Moi aussi, ça m'arrive. T'as mal à la tête? Non, ne t'inquiète pas, non. Ce n'est pas ça. Bon. Ben, je vais te faire servir dans ta chambre. Non, merci, j'ai pas faim. Tu es fatigué, c'est forcé, tu en fais trop. Bernard me le disait tout à l'heure, tu n'arrêtes pas. Convalescence, c'est une convalescence. Tu dois te ménager, reprendre petit à petit. Oh, si tu voyais ta tête... Marlène, j'ai parlé avec Roseg. Ouais, ça j'en étais certaine. Je veux pas te contrarier, tu fais ce que tu veux. Mais pourquoi remuer le passé? Surtout Roseg, celui-là. C'est un type bien, Roseg. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Des jouets scientifiques, des automates. Et il en vit bien. Il s'est recyclé, quoi. Eh ben, c'est parfait, tu vois bien qu'il n'est pas à plaindre. Tu es rassuré. C'est lui qui t'a mis dans cet état? Je lui ai dit d'où je venais. Oui. Bien sûr, il est là. Alors il avait une autre version. Celle de mon grand voyage. L'Espagne, l'Amérique du Sud. Je t'avais prévenu. Il inventerait n'importe quoi pour faire du tort aux autres. C'est un aigri. Non. Il n'a pas inventé ça, non. Qui a eu l'idée de lui raconter que j'étais un salaud? Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Personne ne savait que j'étais malade. Qui a eu l'idée de lui raconter que j'étais un salaud? Toi, un salaud. Enfin, papa, tu es connu ici, respecté. Comment peux-tu croire n'importe quel ragot? Bien sûr, il nous déteste. Il a toujours prétendu que Bernard et son père l'avaient volé. Ah, il devrait les bénir, oui. Dans la mélasse où il s'était mis, il n'a même pas eu la dignité de se faire oublier après cette histoire. Moi non plus. Après ce que j'ai fait. Papa, mais tu n'as rien à te reprocher, Non, toi. non, mais personne ne le sait. Tout le monde croit que j'ai abandonné ma femme, ma fille, mes affaires. Que j'ai fait la malle, hein, comme vous dites. L'homme capable de faire ça, quel nom il mérite à ton avis? Écoute, papa. C'est vrai qu'au moment de ton départ, nous avons dû donner une certaine version de la chose. On ne pouvait pas dire la vérité, ça aurait été catastrophique. C'était difficile de t'expliquer tout de suite une situation délicate, évidemment. Nous pensions que tu te reposerais d'abord. Le professeur Madulin avait insisté sur l'importance de t'éviter des chocs. Réintégrer une existence active après une longue retraite, c'était une opération délicate. Tu nous as pas laissé le temps. La vérité au compte-gouttes, hein, avec le contrepoison. Si je ne suis pas vraiment guéri, qu'on me le dise. Tu es un convalescent. Vous m'auriez demandé aussi de ne rien brusquer, hein, d'entrer dans ma légende. Un beau salaud repentant, le père prodigue. On tue le veau gras, puisqu'il est redevenu bien gentil. Pour une fois, vous êtes du même avis que Roseg. Mais nom de Dieu, je n'ai rien à me reprocher, moi, rien. J'ai jamais entretenu une maîtresse. J'ai pas comploté contre l'État. J'ai même pas fraudé mes impôts. J'ai travaillé à m'en rendre malade, voilà, j'ai craqué. J'ai mis 10 ans à guérir, 10 ans. Et j'en rentre, hein. Je crois que j'ai la même tête qu'avant, ou presque. Et qu'est-ce que je vois dans la glace? Une gueule pleine de boue qu'on a fabriquée pour mon retour. Et vous tous, alors, tous, vous avez l'air de trouver ça très normal. C'est moi, le mauvais coucheur, qui ne veut pas comprendre. Eh bien, non! Non! Je marche pas! Vous vous foutez de moi! Il y en a marre! Marre! Maintenant, c'est moi qui décide. Ça répond quelque chose.
Peut-être que si j'avais la tête plus solide, je réagirais autrement. Je tiendrais mieux le coup. C'est ça? Hein? Oh, papa, tu dois pas t'énerver. Nous nous trouvons tous devant une situation, devant un problème délicat. Il n'est pas plus simple pour nous que pour toi. Nous ne sommes pas plus responsables que toi. Qui a eu cette idée? Ta mère? Je sais pas, moi, j'étais en pension. Quand je suis rentrée, on m'a expliqué que tu étais en voyage pour longtemps. Maman ne m'a avoué la vérité que beaucoup plus tard. Quelle vérité? La vraie. Comment est-ce qu'elle t'a expliqué, hein? Qu'elle avait honte? Mais non. Elle t'aimait. Elle allait te voir. C'était vis-à-vis des autres, je crois. Je sais pas, moi, une femme seule, une fille à élever. L'affaire aussi. Peut-être des conseils qu'on lui a donnés, mais je sais pas. Justement, l'affaire. Il lui a fallu des complices. Ben, n'ouvre pas des grands yeux. C'est le mot qui te choque. Les fous, les complices, ça n'existe pas, c'est des gens bien. Papa, calme-toi. Il y avait des dispositions légales à prendre. Et ce ne sont pas les mêmes pour la femme d'un disparu ou celle d'un aliéné. Mais je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Écoute, demande à Bernard. Bernard, viens. On a besoin de toi. Tu as peur de rester seul avec un fou? Tais-toi. Plus exactement, un schizophrène. Tu cherches exprès les mots qui font mal. Que se passe-t-il? Vous ne vous sentez pas bien, Georges? Assieds-toi, Bernard. Papa vient d'apprendre par Roseg que ma maman avait justifié son absence. Ah, le salaud. Après tout ce qu'on a fait pour lui. Ça, c'est une autre question, nous la verrons plus tard. Pour le moment, aux yeux de tous, le salaud, c'est moi. Mais ne non. protestez pas, ça va sonner creux. C'est bien moi qui ai abandonné ma famille. Moi qui ai disparu en Espagne, et ensuite on ne sait où et à on ne sait qui. Laissons tout le monde dans la crotte. Mais je vous comprends parfaitement. Et j'avoue que si je regrette la façon dont on vous a révélé les faits, je me sens soulagé, autant pour vous que pour nous. La situation est claire. Et je ne disconviens pas qu'elle comporte un côté inconfortable. Vous comprenez mieux à présent certaines réactions à l'usine. Je n'ai pas à justifier les raisons de Mme Murtel quand elle a cru devoir adopter cette version de votre absence, mais mon père ne l'a jamais désapprouvée. J'irai plus loin, il l'a soutenue. Votre père était donc au courant dès le début. Naturellement. Comment se fait-il que mon associé ait été tenu à l'écart de cette saine solution, comme vous dites? Mais voyons, Georges, Roseg a toujours été un rêveur et de plus un bavard. Sans parler des imprudences qui ont provoqué la catastrophe que vous savez. Mais d'autre part, Mme Burton ne le considérait pas comme un ami digne de ses confidences. Tandis qu'un comptable... Mon père était depuis longtemps un conseiller et un administrateur. Ses responsabilités exigeaient qu'il soit mis dans la confidence. Toutes les pièces officielles passaient par ses mains. Tu sais bien que sans mon beau-père, maman n'aurait jamais pu s'en sortir. Au moment de l'arrestation de... Tu étais au collège à cette époque. Oui, mais Bernard m'a expliqué plus tard. À sa manière. Non, je vous en prie. L'efficacité exige de nous un réalisme lucide et raisonné. Indubitablement, certains impératifs... Je me fous de votre efficacité, de votre réalisme. Je reviens, moi. Je suis là. J'existe. Hein? Et ça vous embête. Parce que vous aviez tout envisagé, sauf que le père Murtel puisse un jour en faire surface. Voilà, le plan d'avenir n'avait pas prévu la biochimie qui guérit les fous. Maintenant, c'est moi qui commande. Je n'ai pas l'intention de me laisser manœuvrer. Pour commencer, je déciderai Roseg à reprendre sa place dans notre société. Vous avez profité de sa situation pour le voler. Ah, ne vous excitez pas, Bernard. Je pèse mes mots. Vous l'avez volé, vous et votre père. J'appellerai ça une transaction. Bon. Je ne vous demande même pas de rembourser. Je suis encore majoritaire. Je peux partager avec vous. Nous y voilà. Et cette restitution se fera avant l'Assemblée Générale, je suppose. Probable. J'en parlerai au prochain conseil d'administration. Eh bien, je vous préviens que je ne vous laisserai pas faire. Non, je veux bien admettre que vous n'êtes pas responsable, mais dans ce cas, je n'hésiterai pas à agir en conséquence. Réfléchissez bien, Georges. Même majoritaire, vous perdrez.
Et même beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer. Je voudrais parler au professeur Madulin. Ici Bernard Chanfer, le gendre de M. Murtel. Non, c'est personnel. Bonjour, professeur. Veuillez m'excuser de vous déranger, mais c'est important. Mais urgent, même. Oui, pour mon beau-père. Ah, pas bien du tout. Oui, ça, je m'y attendais, la réadaptation, bien sûr, mais j'ai peur que ce soit plus grave. Nous aurions voulu qu'il se repose pour se réhabituer graduellement à une existence normale. Oui, je sais, mais c'est nous qui vivons avec lui. Mais par exemple, il se réinvente un passé. Il raconte qu'il a vécu 10 ans en Amérique du Sud. Alors, on essaie de ne pas le heurter. On entre même dans son monde imaginaire. Et brusquement, il nous accuse de le faire passer pour fou. Oui, il proteste qu'il n'est jamais parti en voyage. Il veut que nous allions vous voir pour prouver qu'il était dans votre clinique. Il nous reproche ses propres affabulations. Évidemment. Non, mais je ne crois pas que ce soit une question d'amour-propre. Non, au contraire. Dans ses retours d'Amérique, si je puis dire, il se réclame de sa maladie avec une insistance que je dirais presque gênante devant des clients avec qui nous discutons ensemble. Et alors, il me met dans des situations très embarrassantes, vous imaginez. Oui. Mais alors, si vous pouviez lui conseiller impérativement un repos prolongé. Oui, mais bien entendu. Oui, bien entendu. Gisèle. Vous m'avez appelé? Mais il me semble. Non, Gisèle, asseyez-vous. Dites-moi, Gisèle, vous savez la confiance que j'ai en vous. Aucun de mes collaborateurs n'est aussi dévoué, est un mot stupide, aussi lucide, hein, c'est le terme exact. Quoi que vous ayez pu imaginer, c'est parce que vous m'êtes plus précieuse que Madame Samédan que je vous ai placée, comment dirais-je, à la disposition de M. Murtel. Vous comprenez? Pas très bien, monsieur le directeur. Vous connaissez l'affection que je porte à M. Murtel. L'affection admirative. Non pas seulement parce qu'il est le père de ma femme. Non, je ne crois pas aux sympathies automatiques consécutives aux liens familiaux. Non, M. Georges Murtel a fondé cette maison en partant de rien, de son courage, de son dynamisme, et j'ose le dire, de son génie. Oui, son génie. Alors, quelques surprises que certaines de ses attitudes pourraient provoquer en nous, nous ne devons pas oublier que nous lui devons tout. Oui. À l'homme que je vénère ainsi, je devais offrir la collaboratrice la plus qualifiée, la mienne, vous. Merci, monsieur. Néanmoins, je vous plonge ainsi au cœur d'un... je ne sais comment dire. Peut-être un drame. Non, je pèse mes mots. Un drame. L'attitude de M. Murtel peut vous paraître étrange, je le conçois, mais vous n'en devez rien laisser paraître à personne. Mais vous m'entendez, je disais à personne. Oui, monsieur. Oui. Bien. Bon, je vous donne la vérité. Le voyage d'où revient mon beau-père est un voyage au bout d'une nuit. Ah. Non, il n'était pas sur un autre continent, il était très gravement malade. Nous avons cru le perdre. La science et Dieu nous l'ont rendu. On peut parler de miracle, mais il ne veut pas que cela se sache.
Cet homme qui a toujours été un lutteur n'admet pas d'avoir été momentanément dominé par la maladie. Et pourtant, cette période peut avoir laissé en lui des séquelles. Et voilà pourquoi je vous ai placé auprès de lui. Oui. Alors, si vous constatiez des attitudes qui vous paraissent bizarres, des comportements étranges, vous ne devez marquer aucune surprise, ni devant lui, ni devant d'autres. Le secret le plus absolu, et pour tout le monde. Non, mais même pour ma femme. Oui. Moi seul dois être tenu au courant parce que je suis seul à pouvoir l'aider. Et même, comment dirais-je, le secourir. Vous me comprenez? Oui, monsieur. Oui. Je vous confierai tout à l'heure un secret terrible. Car je crois que vous en êtes digne. À vous de me prouver que je ne me suis pas trompé sur vous. Gisèle. Monsieur. Même si vous avez promis de ne rien dire, quelles sont les tâches que vous a confiées M. Myrtel? Oh, très peu de choses. Il veut se mettre au courant de ce qui s'est passé durant son absence. Non, le pauvre homme. Et comme je le comprends. Et comment opère-t-il? Eh bien, il m'a demandé de lui apporter les bilans des 10 dernières années. Oui. Et puis les détails de la comptabilité. 10 ans de comptabilité? Oh non, monsieur, non. Pour le moment, il ne s'intéresse qu'à l'année de son départ. Ah, aussi, oui, il m'a demandé la liste de nos clients étrangers. Les clients étrangers? Oui. Tiens. Oui. Oh, après tout, c'est naturel, nous avons pris une telle extension. C'est normal qu'il veuille par lui-même. Mais c'était des clients récents, les plus importants? Ah non, tous. Surtout ceux qui existaient de son temps et qui sont partis ou qui ont disparu. Gisèle, les grands hommes d'affaires sont de grands sentimentaux. Oui. Mais continuez, mon petit, aidez-le. Et tenez-moi au courant. Oui, monsieur. Oui. Je vous ai parlé d'une grande confidence qui vous prouvera la confiance que nous avons en vous. Mon beau-père a été interné dans une clinique pour des troubles cérébraux graves. Monsieur Myrtel était... Eh oui, absent de lui-même. Aliéné, si vous voyez ce que je veux dire. Oh. Oui, je comprends votre émotion, mon petit. Imaginez pour ma femme, cette épreuve. Oh là là. Enfin, d'ailleurs, ne me dites pas que vous n'aviez pas eu au moins la prescience. Mon beau-père a encore des moments de nervosité ou de... je ne sais comment m'exprimer... de déconnexion du jugement qui ne peut échapper à un esprit aussi subtil que le vôtre. Mais non, non, vraiment, moi jamais j'aurais imaginé... Ah, mais il est totalement guéri. Seulement, pour lui-même, pour les médecins qui le suivent, nous devons tout noter. La moindre oscillation dans son raisonnement. Par exemple, il croit avoir fait un grand voyage. Il sait que c'est faux. Et pourtant... Dans ses recherches, ne s'est-il pas intéressé spécialement à l'Espagne, l'Amérique du Sud? Oui, c'est exact. Alors que certainement les clients de l'Est ou les Canadiens ne l'intéressent pas. Mais c'est vrai, maintenant que vous me le dites. Mais vous voyez. Du reste, à ce sujet, je voudrais vous demander quelque chose. Oui, monsieur. Oui. Qui peut paraître délicat à quelqu'un qui ne saurait pas, mais... Le professeur voudrait quelques témoignages de collaborateurs comme vous. C'est important pour lui. Je pense que vous ne refuserez pas. Bien entendu, je ne vous demande pas de rédiger. Je vais faire une petite note de ce que vous venez de me dire. Vous la signerez, c'est tout. Oh non, ça je ne peux pas. Mais voyons, c'est pour son bien. Pour ma femme. Oui. Bien entendu, M. Myrtel n'en saura jamais rien. Cette maison est la vôtre, Gisèle. Tout ce qui la concerne, vous concerne. J'ai de grands projets pour vous, mais je comprendrais mal que vous refusiez de nous aider. Mon cher ami, je vous trouve dans une forme parfaite. Que vous ayez des difficultés à retrouver la vie normale, c'est... comment dirais-je? C'est normal. Oui, à vrai dire, j'avais prévu certaines difficultés, même celles venant des autres. Vos relations sont bonnes avec votre famille? Votre genre? Ça, il est certain que mon désir de reprendre ma place dans une organisation qui avait pris l'habitude de se passer de moi... pose certains problèmes et provoque même des heurts. Exact. À vrai dire, ce n'est pas de là que viennent les vraies difficultés, non. Ma femme avait cru plus adroit de ne pas avouer la vérité et d'inventer un voyage en Amérique du Sud.
Et maintenant, on souhaiterait que je maintienne cette explication. En Amérique du Sud, Oui. tiens. Très intéressant, racontez-moi ça. Oh, c'est tout. Rien d'autre. Ça fait partie des chocs dont vous parlez. C'est plutôt... Oh, docteur, considérez-vous que je suis définitivement guéri? Rassurez-vous, je suis formel. Vous êtes guéri. Et avant? Avant, je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, est-ce qu'avant la crise, enfin le trou qui a marqué le départ de ma maladie, j'aurais pu manifester certains troubles autres que ceux que je connais? Enfin, une sorte de dédoublement, par exemple. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme? Avez-vous un fait précis dont vous vous souvenez? Justement pas. Un fait dont je ne me souviendrai pas. J'ai rien oublié, mais mes moments de dépression, mes douleurs de tête, les étourdissements, je vois le moment précis où quelque chose a craqué. Est-ce que pendant cette période, j'aurais pu commettre des actes dans une sorte d'état second? Enfin, de dédoublement, quoi. Par exemple? Signer un chèque très important. Vous avez vu ce chèque? Je l'ai fait rechercher. Et je l'ai retrouvé aux archives de ma banque. Je ne peux pas dire que j'ai reconnu mon écriture, mais... J'ai relu les notes de ma main datant de cette époque. Et... J'aurais dû me méfier. Mon écriture était malade avant moi. Il a donc été encaissé. Par qui? Il est endossé par moi. Vous l'avez encaissé vous-même? Justement, tout est là. Si je l'ai fait, je ne m'en souviens pas. Docteur, est-ce que j'aurais pu signer ce chèque, l'encaisser et avoir oublié? C'est absolument exclu. Vous voilà rassuré? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai peur que ce soit pire. Un peu de café? Non, redonne-moi du cognac plutôt. Dis donc, tu bois beaucoup ces jours-ci. Bon, écoute, je t'en prie, ne joue pas les bobonnes, ça te va mal. Qu'est-ce que tu as? Non, rien. Réunion de ce soir? Pourquoi ne veux-tu pas que j'aille avec toi? Ne revenons pas là-dessus, s'il te plaît. Tu ne t'es jamais occupé des affaires et tout d'un coup... Il s'agit de mon père. Puis depuis son retour, je ne sais pas. Enfin, reconnais qu'il y a un malaise. En l'occurrence, il s'agit de préparer le prochain conseil d'administration et l'assemblée générale. Si tu crois que ça m'amuse de perdre une soirée... Il n'est pas question de s'amuser. Si papa veut vraiment donner la moitié de ses parts à Roseg, ça me concerne quand même un peu. Mais sois tranquille, je saurai l'en empêcher. Mais il n'est pas question de... C'est vrai ce qu'il a dit? Que vous avez profité de la situation de Roseg pour le dépouiller? Mais ton père affabule. Franchement, il m'inquiète. Il faut avoir le courage de regarder les choses en face. Il n'est pas guéri. Mais pas du tout, mais de jour en jour. Gisèle m'en parlait encore ce matin. Qu'en dit le professeur Madulin? Oh, Madulin. Pour lui, ton père est un cobaye. Il se cramponnera jusqu'à la dernière minute pour ne pas reconnaître que son expérience est un échec. Mais il n'y a qu'à écouter Lechner, le chef du service psychiatrique de l'hôpital. Il n'est pas tendre pour ce qu'il appelle les acrobaties paramédicales de Madulin. Non, ils ne sont jamais tendres entre eux, les chers confrères. Mais j'ai bien peur qu'il n'ait raison. Je lui ai tout expliqué. Je crains que nous soyons obligés de prendre des dispositions douloureuses. C'est-à-dire? S'il y a la moindre alerte, je préviens Lechner. Alerte? Qu'est-ce que tu veux dire? Tout est possible. Et depuis que ton père connaît le mensonge de ta mère, cette histoire d'Amérique du Sud, son comportement est bizarre. Et même beaucoup plus que bizarre. Je suis au courant de certaines démarches. Et alors? Imagine-toi que maintenant, il veut des comptes de notre gestion en son absence. Vous n'avez rien à cacher? Il pourrait découvrir quelque chose? On lui a sauvé sa boutique, oui, c'est tout. Eh ben, je ne vois pas pourquoi ça te mène dans cet état. Bernard, il y a quelque chose que je ne sais pas. Quoi? Ah, tu es bien sa fille, méfiante, ingrate. On aurait bien fait de tous vous laisser dans le pétrin, mon père et moi. Moi qui te croyais un homme fort. Il te fait peur, reconnais-le, il te fait peur. Et puis, moi je peux tout redouter d'un homme capable à chaque instant de piquer une crise. Alors fais-toi accompagner de 2 infirmiers. Tu veux une paire de claques? Si ça peut te détendre les nerfs.
Seul? Marlène avait la migraine. Et votre père a une crise de rhumatisme, je suppose? Il ne veut plus entendre parler des affaires. J'ai vu Marlène cet après-midi. Elle allait bien. Je pense que vous avez préféré qu'elle ignore certaines choses dont je pourrais parler. Bon. Cela me confirme ce que je pensais. Elle n'est pas au courant. Elle ne s'est jamais mêlée des affaires. Votre père, c'est autre chose. J'ai tous les pouvoirs et je connais en détail ses principales opérations. Parfait. Vous savez donc qu'il y a plus de 10 ans, au mois d'août, votre père imitait ma signature sur un chèque de 60 millions qu'il a endossé de la même façon et fait encaisser par un complice domicilié à Barcelone. Ce même complice lui a versé la somme après déduction d'une honnête commission et a bien voulu poster à Barcelone également la dénonciation qui aboutit à l'arrestation de mon associé Roseg. Tout cela est grotesque. La banque n'aurait jamais payé un tel chèque alors que les déclarations médicales concernant votre internement lui avaient été remises. Ces pièces n'ont été demandées au professeur Madula que 6 mois plus tard. Entre-temps, votre père s'était débrouillé. Hein? Il imitait si bien ma signature. C'est tout? Vous avez de la chance d'être malade. Ne crânez pas, mon petit Bernard. Vous étiez au courant de tout. En épousant Marlène, vous avez même calmé votre conscience. Vous lui faisiez une sorte de restitution. Hein? Tout était prévu. Ah non, non, pas tout, non. Non, pas ma guérison. Restez assis. Je préfère, comme vous, que Marlène ne soit au courant de rien. Il n'y aura pas de scandale. Vous resterez directeur général. Vous donnez toute satisfaction d'ailleurs à ce poste. Tout le monde appréciera la valeur de vos sentiments de famille quand vous renoncerez à la présidence en ma faveur. Quant aux 60 millions volés, ne soyez pas susceptibles. J'ai dit voler. Il va falloir les rendre, bien sûr, à Roseg. Pas en argent. Vous lui rendrez ses parts, c'est tout. Donc restez assis. Restez assis. Tout est prêt. J'ai fait rédiger des documents simples. Il est là pour la session des parts, là pour votre démission de président, et voilà. Vous vous en tirez à bon compte. Et si je ne signe pas? De toute façon, il y a prescription. Vous ne pouvez pas porter plainte. C'est prévu. Vous êtes un filou astucieux, un filou entré par effraction dans ma famille, mais un filou fils de voleur. Ne bougez pas. J'ai tout ce qu'il faut pour vous calmer. Non, pas la peine. Pas la peine d'ouvrir votre tiroir. Oui, celui-là, le tiroir de gauche. Votre revolver n'y est plus. Gisèle, votre secrétaire, a eu la sagesse de l'enlever et de me le remettre. Ah, mais soyez tranquille. Je signe quand même. Voilà. Très raisonnable de votre part. D'autant plus que j'avais d'autres moyens. Hein? Un fou. À l'abri de la loi. De temps en temps, ça sert. Voilà. Et voilà. Maintenant, vous pouvez emporter tout ça et allumer vos cigares avec. Il y a extorsion de signature faite par un dément en état de crise. J'ai prévenu non seulement Madulin, mais également le docteur Lechner. Bien entendu, Gisèle ne dira jamais qu'elle a pris votre arme, mais elle m'a signé une déclaration à propos de sa présence dans le tiroir de gauche. Moi aussi, je vous promets que cette petite comédie restera entre nous. Vous allez me rendre gentiment ces documents, et demain, vous irez gentiment vous reposer dans la petite maison qui vous attend sur la côte. Vous y serez mieux qu'à l'asile, parce que si vous refusez, j'ai tout ce qu'il faut pour vous faire interner. Il voulait que j'admire son machiavélisme.
m'a minutieusement expliqué comment il avait tout préparé. Il a fait croire que j'avais des crises de folie furieuse. C'est exact, il m'a même téléphoné. Oh, pas seulement à vous. Il me faisait espionner. Il a découvert l'existence du revolver dans un tiroir de mon bureau. Ça, mon vieux, vous n'auriez jamais dû. Mais j'étais décidé à le menacer s'il avait refusé de se plier à mes conditions. C'était peut-être une erreur. Enfin bref, c'est lui qui l'avait, le revolver. Et il déclarait me l'avoir arraché après que je m'en sois servi pour l'obliger à signer. Et au fond, vous avez eu la même pensée tous les deux. Et moi, je voulais rétablir les choses en toute justice. Lui, il n'avait qu'une idée depuis ma sortie, me faire enfermer. Même, docteur, si j'avais accepté de partir dans le Midi, il aurait essayé. Je le gênais, vous comprenez, moi je sais trop de choses. J'ai trop de droits. Il avait tout prévu, tout, jusqu'à mettre Lejner dans son jeu. Il m'a rien caché. Paradais avec son cynisme triomphant. Alors moi j'ai vu sur le bureau devant moi un de ces gros cendriers de cristal. Vous savez, il est un peu comme un énorme pavé creux. Et... Compris, c'est classique, vous l'avez lancé, et puis la malchance... Ah non. Je l'ai frappé avec, volontairement, jusqu'à ce que le crâne éclate. C'est pas un accident, j'ai lucidement abattu une bête malfaisante. Seulement, je me croyais plus solide. J'ai flanché au moment de téléphoner à la police. Moi, je n'ai que vous, j'ai tout perdu. Non seulement ils m'ont rien rendu, mais ils m'ont repris tout le reste. Marlène restait, peut-être. Je la crois pas complice. Non, elle a seulement évité de savoir. Seulement, Marlène, moi, je peux plus la voir. J'ai quand même tué son mari, non? Vous me connaissez mieux que moi-même, alors vous savez tout de moi. Je vous réveille en pleine nuit. Mais je crois que c'est le dernier service. Vous avez de l'amitié pour moi, n'est-ce pas? Je vais bien les appeler. Le corps est dans mon bureau à l'usine. Surtout, dites-leur bien, je ne suis pas en crise. Ma santé mentale est parfaite. Je suis totalement guéri. Ce que j'ai fait, j'ai voulu le faire. C'est pas une rechute. Hein. Insister, ce n'est pas une rechute. Je le dirai au juge, d'ailleurs. Je ne veux pas qu'on m'enlève ça aussi. J'ai voulu la battre. Voilà, j'ai voulu la battre. Vous me le promettez, professeur. Vous me le promettez. La guérison n'est pas en cause. Je serai certainement convoqué comme témoin et probablement comme expert, contradictoirement avec Lejner. Ma déposition ne regarde que moi. Allô? Allô? Ici le professeur Madulin. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir La peau de Salaud, un film radiophonique de Rodolphe Maurice Arlot, avec André Valmy, Evelyne Selena, Guy Pierrot, Jean-Pierre Lituac, Lisette Lemaire, Marcel Lestan, Pierre Marteville et Jean-Marie Fertet. Chef opérateur du son, Sam Niesviski. Collaboration technique, René Baudou. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.